Oui. Allez, Boys and Girls, on y va. Bien, mes chers collègues, monsieur le rapporteur général, comme il est désormais de tradition, nous recevons ce matin Robert Ophèle, président de l'AMF. Alors, comme vous le savez, ici, à la Commission des finances, l'AMF, ce n'est pas l'Association des maires de France, mais l'autorité des marchés financiers. Non, mais je reçois des lettres. Ah oui, j'imagine, Oui, il y a ça va. quelques confusions des fois. Afin qu'il nous présente son rapport annuel au président de la République et au Parlement, établi en application de l'article L621-19 du Code monétaire et financier. Comme je suis sûr, vous le savez tous, vous aviez mémorisé ce point de droit. Et donc, celui-ci doit notamment présenter les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresser le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et les autres États membres. Je pense que M. Ophèle pourra également revenir, bien sûr, sur l'évolution des activités et des priorités stratégiques de l'AMF, ainsi que sur ses éventuels motifs d'inquiétude concernant non seulement la stabilité financière, mais aussi la protection des épargnants, qui a toujours fait l'objet d'une attention toute particulière au sein de notre commission. Je précise que notre audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise par captation vidéo en direct et en différé sur le site du Sénat. Et sans plus attendre, je cède donc la parole à Robert Ophèle pour un propos introductif de présentation. Et nous procéderons ensuite au jeu de questions-réponses auquel nous sommes accoutumés. Monsieur le Président, à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci de me recevoir ce matin. Je voudrais, dans ce propos liminaire, évoquer brièvement donc trois thématiques. D'abord, la première, le fait de revenir sur l'année 2018 et les premiers mois de 2019, qui sont des mois d'intense activité pour l'AMF. Ensuite, évoquer les ambitions européennes en matière de services financiers qui ont été en partie déçus par la mandature qui vient de s'achever, mais ce sont des ambitions nécessaires et qui sont renouvelées pour la prochaine mandature. Et le troisième point, ça sera quelques enjeux qui, au-delà des enjeux européens, sont des défis à relever pour l'autorité des marchés financiers dans les mois qui viennent. Donc, premier point sur le retour de l'année 2018, les premiers mois de 2019, qui ont été vraiment des mois d'activité intense pour l'autorité des marchés financiers, avec cinq points. Le premier, c'est la mise en œuvre de nouvelles réglementations européennes qui sont anciennes dans leur vote, mais qui ont trouvé à se mettre en place au cours de l'année 2018. Le deuxième point, c'est tout ce qui tourne autour de la préparation du Brexit. Le troisième, c'est ce qui relève de la lutte contre la délinquance financière. Le quatrième, c'est le contrôle des professionnels. Et le cinquième, c'est la loi Pacte. C'est la loi Pacte qui est quand même un élément très, très structurant pour nous tous. Donc, nouvelle réglementation européenne, il y en a trois qui ont trouvé à se mettre en place en 2018. On l'a peut-être oublié, mais le 2 janvier 2018, c'était MiFID 2, c'est-à-dire cette nouvelle version de la réglementation européenne sur les opérations de marché qui a modifié en profondeur la structure des marchés financiers de l'Union en demandant une plus grande transparence pré- et post-négociation et qui a remonté de façon significative les exigences en matière de protection des investisseurs, en particulier le conseil, l'adéquation des conseils aux besoins des investisseurs. Premier choc réglementaire très important, qui avait d'ailleurs été tellement important qu'on l'avait retardé d'une année pour sa mise en œuvre. Le deuxième, c'est la mise en œuvre d'une réglementation sur les dépositaires centraux. C'est moins connu, mais c'est une réglementation qui s'appelle CSDR, pour améliorer le processus de règlement-livraison de titres, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'opérations entre pays de l'Union.
une réglementation très lourde qui a touché bien sûr notre entité en France qui s'appelle Euroclear France. Et puis la troisième qui est très importante aussi à mes yeux, c'est la réforme des fonds monétaires qu'on appelle MMFR, qui renforce la sécurité de ces supports avec des exigences plus fortes en matière de division des risques et des caractéristiques, en particulier des fonds à valeur constante. Vous savez qu'il y a deux sortes de fonds monétaires, les fonds à valeur constante et les fonds à valeur variable. Inquiétude sur les fonds à valeur constante. Nouvelle réglementation qui s'est mise en œuvre l'année passée et dont la mise en œuvre s'étale jusqu'au milieu de cette année 2019 et qui nous conduit à réagréer tous les fonds monétaires qui existent en France. Donc ça, c'est une première thématique qui est là. La deuxième thématique, c'est bien sûr la préparation du Brexit avec trois dimensions. La première dimension, c'est la relocalisation d'activités avec toute la gamme des activités financières possibles qui sont venues nous voir pour examiner des relocalisations, sociétés de gestion, entreprises d'investissement, courtiers, plateformes de négociation. Et je mentionne aussi que dans le cadre des agréments qui existaient déjà, des activités ont été rapatriées sur le continent et certaines en France. Je pense en particulier à la compensation des opérations de repo sur LCH SA. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, ça a été l'adaptation de la réglementation et des accords internationaux à un possible Brexit sans accord. Et vous en avez d'ailleurs connu, puisqu'une partie a été traitée par le Parlement français, mais il a fallu aussi revoir beaucoup de réglementations au niveau européen à laquelle nous avons participé et négocier des accords avec les autorités britanniques afin de pouvoir assurer la continuité de certaines activités en cas de Brexit sans accord. Deuxième voie. La troisième voie que je mentionne également, parce que c'est important et ça prend du temps, c'est la veille sur les mesures prises par les autres pays de l'Union. Parce que dans le cadre du Brexit, il est très important de savoir ce qui se passe dans les autres 26 pays de l'Union, à la fois au niveau individuel, et nous avons au niveau de l'ESMA eu un groupe dans lequel tous les dossiers de relocalisation étaient présentés de façon anonyme afin que l'on puisse vérifier que le traitement réservé dans un pays n'était pas incohérent avec celui qui était réservé dans un autre pays. Et donc, c'était un travail collectif auquel, bien sûr, on a participé de façon éminente. Et ensuite, également, d'avoir une veille sur les mesures d'adaptation nationale qui étaient prises en miroir de celles qui ont été prises en France pour vérifier qu'il y avait une certaine cohérence. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de cohérence, comme on pouvait s'y attendre, mais c'est important d'avoir une veille sur ces questions-là. Donc ça, c'est le dossier Brexit, beaucoup d'activités. Troisième activité, là, celle-ci plus traditionnelle, mais qui a pris une caractéristique un peu spécifique l'an passé, c'est la lutte constante et renforcée que nous avons contre la délinquance financière et les arnaques de toutes sortes. Nous avons l'an passé un record de 3100 réclamations signalements que nous avons reçus en 2018 sur notre plateforme Épargne Info Service. Nous avons aussi un record, ça c'est des entre guillemets bien sûr, de 813 dossiers reçus par le médiateur de l'AMF entrant dans son champ de compétences. C'est un encore aussi. Nous avons fait 154 mises en garde. Nous avons activé à l'ESMA les pouvoirs d'interdiction de produits qui avaient été donnés par MIFIR sur les options binaires et les contrats de différence à fort effet de levier. Ça a été une mesure prise au niveau européen par l'ESMA et nous sommes en cours de la reprendre à notre compte en France parce que l'ESMA ne peut avoir ses pouvoirs que pour des périodes limitées dans le temps et il revient ensuite à chaque autorité nationale de prendre ou de ne pas prendre. C'est ce que nous avons fait. Je vous remercie dans ce registre d'avoir
permis l'introduction de l'encadrement qui avait été demandé par le Conseil constitutionnel de notre recours aux données de connexion, c'est les FADET, qui avaient été mises en cause, qui est un instrument puissant chez nous pour nos enquêtes. Cela a été fait et depuis le début de l'année, déjà une centaine de demandes ont été faites et acceptées par le contrôleur des données de connexion, et ce qui représente 400 demandes aux opérateurs et concerne 16 enquêtes qui sont actuellement en cours à l'AMF. Merci de nous avoir confortés dans cet outil. Le quatrième point, c'est le contrôle des professionnels. Nous avons un petit peu modifié notre stratégie en augmentant de façon très significative le contrôle que nous faisons sur les professionnels, entreprises d'investissement, sociétés de gestion, en faisant des contrôles thématiques sur un certain nombre de points. Donner une idée, nous avons fait 67 contrôles l'an passé. En 2017, nous en avions fait 47. Donc, ce sont des contrôles qui ont vocation à détecter le plus en amont possible d'éventuelles déviations et pouvoir y remédier rapidement. Le dernier point d'actualité de l'année 2018 et de ce début d'année 2019, ça a été la préparation de la loi Pacte qui renforce le rôle de l'AMF dans de nombreux domaines, en particulier la finance responsable et durable, avec un focus sur le réchauffement climatique, et la finance digitale, avec un focus sur les crypto-actifs. Merci aux sénateurs Husson et Canivet pour les écoutes qui ont fait part dans de très nombreux aspects de la loi qui concernent les missions de l'AMF. Nous avons transmis au ministre de l'économie pour homologation d'ailleurs les modifications de notre règlement général qui concernent les émissions de jetons, les ICO, et nous serons donc prêts à recevoir des dossiers dans quelques semaines avant la fin du mois de juin, s'agissant des prestataires de services sur actifs numériques qui demandent un décret d'application. Nous pensons être prêts avant la fin de l'année. Donc ça, ce sont les principaux points qui ont mobilisé l'autorité en 2018 et les premiers mois de 2019. Le deuxième thématique que je voulais évoquer brièvement, ce sont les dimensions européennes. Donc nous avons des ambitions qui ont été un peu déçues, mais ces ambitions sont totalement nécessaires à nos yeux et nous essayons de les renouveler. Nous sommes déçus car malgré une fin de mandat qui a été, je dois le dire, très productive, beaucoup des dossiers européens qui étaient dans les tuyaux sont aboutis avant la fin de cette mandature, mais les pouvoirs de l'ESMA ont été in fine peu renforcés. En termes de supervision directe, ils restent anecdotiques. En termes d'outils de convergence, ils restent peu contraignants. Donc, de ce point de vue-là, une certaine déception. Et il faut reconnaître aussi que les produits financiers à dimension européenne restent à ce jour peu attractifs. Il n'y a en particulier aucune avancée sur le projet de titre adossé à des obligations souveraines. Et si on a finalisé le projet de produit pan-européen d'épargne retraite individuel, le PEP, le PEP, la demande semble assez limitée et nous n'avons rien en matière d'épargne salariale, en particulier au niveau européen. Ces ambitions sont nécessaires car le financement de nos besoins d'investissement doit s'appuyer sur l'ensemble du bassin d'épargne de l'Union et car un marché unique qui est fondé sur la libre prestation de services financiers et le passeport, un tel dispositif ne peut pas perdurer sans convergence accrue. On ne peut pas accepter que des produits soient commercialisés dans un pays sans qu'il y ait une convergence de la réglementation et de la supervision sur ces produits dans l'espace, dans l'Union. Il y a également le fait que le départ de la principale place financière de l'Union et la nouvelle approche de la réglementation financière qui sera probablement mise en œuvre par le Royaume-Uni. Lisons les discours récents d'Andrew Bailey et de Sam Woods. Andrew Bailey, le patron de la FCA, Sam Woods, c'est le patron de la PRA, qui est le titre du discours de Sam Woods, c'est Stylish Regulation. Stylish Regulation. Et cela impose, de mon point de vue, de renforcer la cohérence et l'attractivité de l'Union par rapport à nos
aux pays tiers. Donc c'est nécessaire. Nous allons publier à l'AMF, nous étions au collège hier pour l'adopter, un document sur nos ambitions pour la prochaine mandature dans nos domaines d'activité. Nous allons publier cela comme document de travail dans quelques jours et nous nous concentrons sur un certain nombre de thématiques, 4 thématiques que je vous mentionne ici. D'abord, la mise en place d'une stratégie de finances digitales, de digital pour les services financiers au niveau européen, avec en particulier la nécessité d'adapter nos réglementations européennes à ce qu'on appelle la tokenisation de l'industrie financière. Même les titres traditionnels, aujourd'hui, il y a une possibilité de les numériser, de les traiter avec les nouvelles technologies de registres distribués. Il faut adapter nos réglementations européennes à ce phénomène pour assurer à la fois la protection des investisseurs et l'efficacité de notre intermédiation financière. C'est un dossier important. Le deuxième dossier, c'est bien sûr les ambitions en matière de finances durables. J'ai été un tout petit peu critique sur ce qui s'est passé dans la dernière mandature en matière de marché financier, mais il est très clair qu'en matière de finances durables, il y a un momentum qui s'est créé et il faut le garder, achever la taxinomie européenne, c'est-à-dire la détermination des activités économiques qui relèvent d'une démarche soutenable. Et pour les régulateurs de marché que nous sommes, il faut assurer la fiabilité d'un certain nombre de choses. D'abord du reporting extra-financier des entreprises cotées qui concernent ces éléments-là, c'est clé parce que c'est la base, c'est à partir de là que le reste se construit. Il faut assurer la fiabilité du reporting des institutions financières elles-mêmes sur l'impact de leur financement sur le réchauffement climatique. Il faut assurer la mise en œuvre de la réglementation sur les indices, les benchmarks, qui a été amendée afin d'intégrer cette dimension de soutenabilité dans tous les benchmarks et en dédiant certains benchmarks plus particulièrement avec un label particulier. Donc c'est très important pour nous. Et puis il faut assurer la bonne intégration de la dimension de l'économie de finances durables dans les relations entre investisseurs et épargnants afin de pouvoir assurer une transparence et la prise en compte effective de ce domaine-là dans les relations entre investisseurs et épargnants. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point européen, il s'agit de renforcer l'architecture de la supervision de la gestion d'actifs. La gestion d'actifs est un modèle financier très, très particulier qui mobilise les autorités de très nombreux pays. Comment ça se passe? On a une société de gestion de portefeuille dans un pays. Elle immatricule des fonds dans un autre pays. Elle délègue une partie de la gestion de ces fonds à un troisième pays. Et elle commercialise les 10 fonds dans d'autres pays. Je veux dire, cette architecture complexe, on doit avoir une réponse cohérente à tout cela. Et il y a un phénomène qui arrive maintenant, c'est que les fonds en question, on ne les commercialise plus par les circuits traditionnels, on les cote. Ça s'appelle des ETF, on les achète en bourse. Et donc là, les idées de commercialisation limitée à certains pays, à certains types d'investisseurs, on voit que ces réglementations-là sont dépassées par ce mode de commercialisation-là. Il doit donc y avoir au niveau européen une réflexion sur la gestion d'actifs. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est l'efficacité de l'information des épargnants. On doit trouver le bon équilibre entre l'exhaustivité des informations données sur les produits et aussi ce qui est demandé aux investisseurs sur leurs caractéristiques pour assurer l'adéquation des produits à leur profil d'investisseur. On doit trouver l'équilibre entre la masse d'informations qui est là et quelque part la lisibilité et la pertinence des informations qui sont données et demandées, éviter le risque de vendre, donc acheter un produit financier inadapté au profil, mais d'un autre côté éviter que par défaut on se rabatte sur des produits sans risque et liquides mais peu performants et n'assurant ni le bon financement de l'économie ni la couverture des besoins de compléments de retraite éventuels.
des personnes en question. Cet équilibre-là, on n'y est pas totalement encore. Il faut revisiter un certain nombre d'éléments. Il y a des revues qui sont prévues au niveau européen, des réglementations, en particulier une réglementation qui s'appelle TRIPS et qui touche à cela. Ça, ce sont nos points. On trouvera dans le document qui sera publié quelque chose d'un peu plus précis autour de ça. Au-delà de ces enjeux, je voudrais, pour conclure, évoquer deux défis que l'autorité des marchés financiers doit relever. Le premier, c'est le défi de l'accompagnement de la place dans les bouleversements qui arrivent, dans un contexte post-Brexit et post-MIF de concurrence accrue, avec un poids prépondérant des grands acteurs américains, voire britanniques, tant dans le domaine de la banque d'investissement et de marché que dans le domaine des gestions de fonds. Pour l'AMF, il s'agit d'accompagner la place dans son adaptation à l'évolution des modèles de distribution que j'évoquais tout à l'heure, et puis aussi surmonter un certain nombre surmonter les déséquilibres financiers qui sont dans certains cas structurellement fragiles pour certaines activités clés. J'ai en particulier en tête la recherche financière qui aujourd'hui est menacée par le nouveau modèle mis en œuvre post-MIF. Et sans recherche financière, il n'y a pas de marché pertinent. Il y a également, pour la place de Paris, l'accompagner dans ce que j'appellerais la gestion des activistes. La gestion des activistes, à l'achat comme à la vente, dont l'impact est peut-être d'autant plus sensible qu'en France, il y a un manque d'investisseurs résidents de long terme actions qui se traduit par une détention élevée des valeurs françaises par des non-résidents. Donc, ces mécanismes d'activisme peuvent avoir en France un écho, une conséquence plus sensible qu'ailleurs. C'est le rôle de l'autorité des marchés financiers d'assurer un équilibre de ces activités. Le deuxième et dernier défi que je voulais évoquer brièvement, c'est, je dois le dire, le défi des moyens. Je le mentionne parce que l'autorité des marchés financiers est de très loin l'autorité nationale qui a le moins de moyens dans le paysage européen international. Les comparaisons en matière sont toujours très difficiles à faire parce que les périmètres de responsabilité sont différents d'un pays à l'autre, mais je vous rappelle que la France ressort en 5e position dans le classement des pays en fonction de l'importance de ces marchés financiers. On vous ne serez pas surpris, derrière les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et le Japon, classement, mais on est tout de suite derrière, on est le 5e pays. Les effectifs des autorités françaises sont sans rapport avec ceux des autres pays. L'autorité des marchés financiers, c'est... on va raisonner en équivalent temps plein, il y a plusieurs manières de mesurer. C'est les ordres de grandeur qui sont importants. C'est 494 équivalents temps plein à fin 2018. La FCA britannique, 3804. La BaFin allemande, 2600. La CSSF luxembourgeoise, 780. L'AFM néerlandaise, 860. L'AFM, c'est à peu près l'AMF. Les autres ont des périmètres de responsabilité qui sont différents. L'AFM néerlandaise, à peu près la même chose, en termes de périmètre, 660. La Consob italienne, totalement identique, 610. La CNMV espagnole, 450. Nos amis belges, pareil aussi, 320. Si je prends juste le britannique, si j'additionne la FCA et la PRA, pour couvrir tout le champ du contrôle, nous sommes à 5231 personnes l'an passé, en augmentation de 1110 sur 4 ans. ACPR plus AMF, fin 2018, 1500 personnes. Il ne s'agit pas de faire un comptage, mais mon message, c'est de dire c'est sans rapport avec les moyens humains qui sont mis dans d'autres pays. Au-delà d'un renforcement modeste, mais inévitable pour assurer les nouvelles responsabilités confiées par Pacte et la meilleure prise en compte de risques de blanchiment et de sécurité des systèmes d'information, qui sont des points de vigilance pour nous, il faut qu'on fasse mieux. Eh bien, j'ai en tête, je voudrais attirer votre attention aussi sur ce point-là, le modèle tant de gestion des ressources humaines que de gouvernance de l'autorité des marchés financiers est un modèle particulier, fragile.
le renouvellement du collège que nous avons, qui est intervenu en début d'année 2019, a mis en évidence, avec pour la première fois un impératif de parité entre hommes et femmes, de renforcement des contraintes déontologiques qui ont été introduites par la loi sur les AI et API, et donc qui ont renforcé la difficulté de constituer un collège. Il y a aujourd'hui un débat sur le projet de loi sur la fonction publique qui, dans certains aspects, peut avoir des impacts sur les collèges en particulier de nos autorités. Je ne saurais qu'inciter à bien mesurer dans ces débats-là quelles conséquences, quel président d'autorité vous souhaitez, quel collège vous souhaitez, et d'adapter quelque part les contraintes à la cible de gouvernance qui est souhaitée, mais de ne pas faire l'un sans avoir l'autre en ligne de mire. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est des sujets qui sont là, mais je voudrais le mentionner pour qu'on soit vigilant de cohérence par rapport à ces sujets-là. Voilà, je m'arrête là, Monsieur le Président, si vous voulez. Parfait, merci Monsieur le Président. Je propose au rapporteur général peut-être de débuter les questionnements. Merci, Monsieur le Président, de cette présentation de ce rapport annuel. Vous savez que la Commission des finances est très attentive à ces questions, à la question de la protection de l'épargnant, à la régulation des marchés, aux problèmes de financement de l'économie. Donc, c'est des sujets qui sont au cœur vraiment de nos préoccupations. Et l'un des sujets sur lesquels le Sénat est intervenu très en amont, parfois avant même les gouvernements, qui n'étaient pas forcément sensibles à cette question, c'est justement celle de la protection de l'épargnant, notamment face à des escroqueries, face à la vente de produits exotiques. À titre personnel ou en tant que rapporteur général, j'ai à de nombreuses reprises soutenu des amendements, certains sont devenus maintenant dans la loi, dans le droit positif, pour interdire la publicité ou la commercialisation de produits exotiques. Alors ça peut être le forex, ça peut être des marchés à terme, etc., etc. On peut penser aux crypto-monnaies, on peut penser à d'autres actifs qui se révèlent être finalement des escroqueries pures et simples. J'ai reçu peut-être comme certains d'entre vous un passionnant livre, mais qui était assez, me semble-t-il, orienté sur Aristophile. Voilà, il ne fallait pas être particulièrement malin pour deviner que les manuscrits ne montraient pas jusqu'au ciel, mais il continue, malgré les mises en garde de l'AMF, malgré les interdictions, très régulièrement, on apprend qu'il y a des affaires où des épargnants ont purement et simplement été ruinés. Alors peut-être sont-ils naïfs, peut-être sont-ils mal conseillés par des conseillers en gestion de patrimoine. J'ai une double question. Est-ce que vous voyez de nouvelles formes, avec Internet notamment, bien sûr, de nouvelles formes de placement, entre guillemets, se développer? Quels sont aujourd'hui les risques? Est-ce que c'est dans la crypto-monnaie? Est-ce que c'est dans d'autres produits dont on ignore aujourd'hui peut-être même l'existence? Et puis, quels sont les moyens de prévenir ces escroqueries qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur un certain nombre de personnes qui sont purement simplement ruinées? Alors, l'interdiction de publicité ne suffit pas. Les mises en garde de l'AMF ne suffisent pas. Tout le monde ne va pas regarder l'affiche. Il y a une partie qui n'est pas couverte par le champ. Et alors, est-ce qu'il faut notamment prévoir peut-être une responsabilité accrue des intermédiaires, de ceux qui commercialisent les produits? Parce que il y a un certain nombre de personnes qui vendent du rêve. Je pense également à l'immobilier, où on peut avoir en cas de retournement à tous les produits défiscalisés. Il y en a qui portent les noms de tous les ministres, vous voyez ce que je veux dire, par exemple il y a le de Normandie, mais il y a également tous les ministres précédents, et on vous vend du rêve, on vous dit rendement garanti, risque zéro, etc. C'est purement simplement mensonger. C'est purement simplement mensonger. Et il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui vendent du rêve, qui vendent des logements étudiants à rayons, et ensuite les personnes se trouvent avec des logements vacants, ont des redressements fiscaux et se trouvent ruinés. Voilà. Donc concrètement, quel est le moyen, au-delà de vos simples mises en garde? Est-ce qu'il faut interdire? Est-ce qu'il faut créer une responsabilité solidaire? La deuxième question, c'est plus généralement ce qu'on constate d'ailleurs, pas simplement en France et en Europe, mais également aux États-Unis, c'est sur le changement, le basculement dans le fonctionnement, dans le financement de l'économie. En clair, de moins en moins d'introduction en bourse et de plus en plus de financement par de la dette. Pour rappeler un peu les chiffres aux collègues, les chiffres sont assez
éloquent. Les émissions d'actions représentaient en 2018 2,2 milliards contre 14 milliards en 2017. Vous voyez que l'économie a toujours autant besoin d'argent, mais c'est un financement qui part de la dette essentiellement. Et le montant levé dans le cadre des introductions en bourse, c'est 1,1 milliard contre 2,2 milliards l'année d'avant. Donc concrètement, et aux États-Unis, on voit qu'il y a de moins en moins d'introductions et de plus en plus de financement concrètement par de la dette. Alors évidemment, ça peut être inquiétant. La bourse, la Banque de France, un certain nombre d'institutions nous rappelle régulièrement la masse de l'endettement privé qui se développe. Et quel est votre regard? Pourquoi y a-t-il des réticences? Est-ce que c'est le coût des IPO, des introductions en bourse? Est-ce que c'est la complexité? Est-ce que c'est l'obligation d'information des actionnaires? Et finalement, comment expliquer cette préférence pour la dette et de moins en moins pour le financement par le marché des actions? Et puis ma troisième question, parce que les collègues en auront sans doute beaucoup, porte sur la répression des abus de marché, puisque nous avions, vous vous souvenez, travaillé sur cette question, réfléchi d'ailleurs conjointement avec Claude Rénal à l'époque, sur le système d'aiguillage pour les abus de marché, puisqu'il y avait à l'époque à tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le non bis in idem, et donc il a fallu choisir une voie d'aiguillage entre la voie de la répression administrative et la voie de la répression pénale. Et donc on a mis en place un système, je puis dire, d'aiguillage avec le PNF. Et nous avions eu ces débats de manière un peu similaire concernant la fraude fiscale. D'ailleurs, M. Darmanin fait encore du cinéma ce matin dans le journal. Il nous a proposé un texte sur la fraude fiscale il y a quelques mois et il avait oublié la TVA, on lui avait dit, mais là il découvre tout à coup qu'il y a la TVA. Donc c'était pas la peine de faire un texte il y a quelques mois, on l'avait dit. Mais ça, c'est pour le débat de cet après-midi. Je devance. Non, mais donc concrètement, il fallait beaucoup de cinéma à Bercy. Et voilà. Bon, et là, tout à coup, il y a le débat RDSE et le ministre découvre qu'il y a de la fraude à la TVA et qu'il y a 22 € sur les envois à valeur négligeable. Ça fait jamais que 8 ans que je le dis au Sénat, que chaque année, n'est-ce pas, avec les collègues du groupe de travail, nous déposons des amendements, on nous explique que ça n'a aucun intérêt. Bon, ça c'était une parenthèse, mais il faut en profiter parce que j'ai la parole. Donc concrètement, on a eu le même débat sur la fraude fiscale. Le système d'aiguillage. Quel regard, ma question est très claire, quel regard aujourd'hui, quel premier bilan que vous tirez de ce système d'aiguillage? Fonctionne-t-il? Il y a de moins en moins d'affaires, alors je ne sais pas comment on peut l'expliquer d'ailleurs. Est-ce que les marchés seraient devenus vertueux tout à coup, ou la répression serait-elle plus efficace? Voilà, donc comment expliquer en tous les cas, est-ce que ça fonctionne? Je dirais, générale d'économie liée, je dirais, à la situation particulière dans laquelle vous vous trouvez pour observer ces questions des marchés financiers, donc économie globale, et puis les dérèglements, les irrégularités, les arnaques même, etc. Moi, je voudrais plutôt me tourner vers une autre facette de l'observation, c'est celle de la situation, je dirais, de conjoncture dans laquelle nous sommes, et plus particulièrement à l'intérieur du cadre européen, qu'évidemment vous observez de façon très, très attentive, comme vous l'avez évoqué dans votre propos introductif. Je veux parler bien sûr, je dirais, de la perspective du Brexit, puisque compte tenu des derniers développements politiques au Royaume-Uni, nous avons une perspective de sortie sans accord qui s'accrédite de jour en jour, si je puis dire. Est-ce que vous pensez que les acteurs financiers sont prêts à faire face à un scénario de cette nature, ce qui impliquerait, par exemple, parmi d'autres conséquences, la perte immédiate du passeport européen. Tout cela sans période de transition. Est-ce que voilà, vous avez une vision précise de cette situation à nous expliciter? Et puis, bien sûr, si Brexit il doit y avoir, relocalisation peut-être d'un certain nombre d'activités, jusqu'à présent basées au Royaume-Uni, à Londres en particulier. Donc, relocalisation post-Brexit. Nous avons œuvré pour faciliter ces relocalisations, mais à cet égard, vous indiquez que les services de l'AMF ont instruit plusieurs dossiers dans la perspective de la relocalisation en France de certaines activités d'établissements financiers britanniques. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur de ce que pourraient représenter
ces relocalisations en termes d'emploi, en termes d'activité, et comment se situe, à votre analyse, Paris par rapport à ses principaux concurrents. On pense bien sûr, je dirais, à l'Allemagne ou au Benelux, qui joue aussi une carte, je dirais, dans cette affaire. Voilà, Monsieur le Président, à vous la parole. Et puis on prendra nos collègues qui commencent à être un certain nombre à s'être inscrits. Sur la, je vais prendre dans l'ordre. Protection des épargnants vis-à-vis des escroqueries, donc c'est un combat sans fin. Mais c'est pas parce que c'est un combat sans fin qu'il faut, au contraire, qu'il faut l'abandonner. Au contraire, il faut l'amplifier et trouver les bons outils. Trouver les bons outils, on a eu, j'ai coutume de dire, on a eu l'année du forex, on a eu l'année du diamant, et puis on a eu l'année des cryptoactifs. Si on prend les trois. C'est l'année de quoi là maintenant ? Et alors là, on se dit, c'est l'année de quoi cette année? Alors au moment, en début d'année, on a vu l'année des cheptels bovins. Sens à la terre. Aujourd'hui, c'est plus. C'est moins caractérisé. Mais c'est dire que à chaque fois, il y a une nouvelle idée pour un nouvel appel pour récolter de l'argent. Dans ces cas-là, dans la plupart des cas, l'argent ne va nulle part. Investir en diamant, investir en cryptoactifs, c'est prendre un risque très fort. Mais là, vous n'investissez même pas. L'argent disparaît parce que dans ces cas-là, dans la plupart des cas, il y a les deux cas différents. Quand c'est vendu par des conseillers en investissement, en particulier, là, en général, il y a bien quelque chose. Il y a le risque, et peut-être, dans un certain cas, on ne présente pas suffisamment l'aspect risqué de l'investissement. Nous poursuivons vraiment ces gens-là, ils sont condamnés, et on... Sur l'immobilier, vous n'êtes pas compétent. Et non, pas sur l'immobilier, mais sur des placements financiers, sauf si c'est un caractéristique de biens divers avec une garantie. Mais parce que quand il y a une garantie de rendement qui est affichée, alors on redevient compétent. Mais donc on les poursuit, et ce que l'on vise, c'est l'interdiction d'exercer. Parce que je crois que c'est ça dont il s'agit, c'est ça la bonne réponse. Sur les pures escroqueries, qui sont faits en général par des plateformes et sur lesquelles on envoie de l'argent qui disparaît après là, on a les listes noires. Les listes noires, on a à peu près 800 plateformes sur nos listes noires. C'est dire que l'outil n'est pas adapté. Ça, et puis il se renouvelle sans fin. Quels sont, d'abord, il y a l'interdiction. Je le mentionnais, l'an passé, l'ESMA, dans son domaine, a pris un domaine d'interdiction sur les options binaires et sur des contrats de différence à fort effet de levier. Et ça, d'ailleurs, quel que soit le sous-jacent, y compris lorsqu'il s'agit de cryptoactifs. C'est souverain, quelque part. C'est parce que là, on a une mesure générale. Il se trouve que la réglementation européenne ne donne à l'ESMA ce pouvoir que pour 3 mois. Renouvelable, mais évidemment, au bout d'un moment, là, vient de changer, maintenant c'est 6 mois dans la nouvelle revue. Mais après, c'est aux autorités nationales. Nous allons le reprendre, et nous allons le reprendre à l'identique de ce que l'ESMA avait arrêté. Mais dans d'autres pays de l'Union, ça va être repris avec des conditions différentes. Je le mentionne parce que ça montre la faiblesse, quelque part, de la réponse européenne. Et quand on a des plateformes qui proposent, il n'y a pas de frontières. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'étais avec mon collègue australien, nous avons des plateformes en Australie qui proposent en français à des épargnants français des placements de ce type-là. On les fait fermer avec nos campagnes. Donc, le souci de l'AMF dans ce type de problématique, c'est d'être le plus rapide possible, de ne pas attendre les plaintes, je l'ai mentionné en introduction, mais nous développons des dispositifs de balayage des réseaux sociaux pour détecter le plus en amont possible de possibles arnaques, de possibles propositions. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est nous voudrions développer ce qu'on appelle les listes blanches. C'est-à-dire de dire, attendez, sur tel
sur tel type de proposition, vous avez des projets, des institutions qui, c'est toujours risqué, mais ça rentre dans les clous, ça rentre dans les clous, et en particulier l'information qui est donnée est correcte. Les risques sont bien mis en évidence. Ça peut, dans les biens divers, ça peut être des investissements dans des forêts, ça peut être des investissements dans du vin, ça peut être, l'imagination est forte, mais notre idée, c'est liste blanche contre liste noire. Aujourd'hui, le coût de financement est tellement faible que, évidemment, le financement par la dette est naturellement un financement privilégié. Il ne faut pas être... Voilà, c'est logique. Et en particulier en Europe, et en particulier en France, où le coût du crédit de qualité normale, je dirais, entre guillemets, est extraordinairement faible. Extraordinairement faible. D'ailleurs, plus faible que dans tous les autres pays de l'Union. Donc, il y a une inclinaison naturelle à aller sur la dette. La faiblesse relative des introductions en bourse ou la faiblesse relative de l'apport des marchés organisés d'actions pour financer l'économie, je crois qu'il n'y a pas de raison unique. C'est une constellation de motifs. Vous en avez cité certains, ils existent, c'est absolument clair, mais il faut quand même trouver le bon équilibre entre l'information de l'investisseur et la contrainte pour l'émetteur dans ce domaine-là. Il y en a d'autres aussi, et tout particulièrement en France, je l'ai mentionné, nous avons en France un manque d'investisseurs de long terme, en particulier dans le cadre de financement de retraite. La loi Pacte va peut-être améliorer les choses dans ce domaine-là, c'est un de ses objectifs, et ça serait en effet bienvenu. Le mécanisme d'aiguillage est un mécanisme, je dois dire, il fonctionne bien. Nous avons d'affaires, par exemple, côté aiguillé. Toutes les affaires qui sont dans le domaine sont proposées au parquet national financier. Il en a pris 2 de mémoire historiquement depuis le début. Lui-même nous transmet de temps en temps des affaires à l'aiguillage et nous n'en avons préempté aucune. On voit quand même bien la logique quelque part, qui est de dire, est-ce qu'il y a potentiellement une peine privative de liberté? Même pas, un sursis. S'il y a potentiellement une peine privative de liberté, c'est pour le parquet. S'il y a des besoins d'investigation extraordinaires ou de relations spécifiques avec des autorités étrangères, dans certains cas, le parquet est mieux outillé que nous, et donc c'est ce qu'il justifie. C'est assez rare, je le dis, deux dossiers à ce jour. Mais ça veut dire qu'on a un dialogue très très fécond, parce qu'on peut échanger des pièces entre nous dans cette loi qui a réglé le non bis in idem. Et ça permet à tous les deux de travailler mieux. Le point de... Vous disiez, est-ce qu'il y a moins d'affaires parce que les gens sont plus... respectent mieux il y a moins d'abus de marché, moins de ou bien est-ce que ils sont mieux organisés et où l'AMF est moins efficace? Je ne sais pas conclure, mais je voudrais dire 2 choses pour éclairer peut-être la commission dans ce domaine-là. D'abord, il y a très peu de grandes opérations financières au cours des 2 dernières années. Or, on sait que ça, c'est quelque chose qui favorise le délit d'initié, parce que quand il y a une grande OPA ou autre, évidemment... donc, il n'y en a pas eu, ça peut expliquer aussi. Deuxièmement, je veux dire, nous avons eu, j'ai évoqué le choc de tout début janvier 2018 avec le MIFID. Le système d'information que nous avons et sur lequel nous basons notre surveillance des marchés sont les déclarations
de transactions, ce sont aussi les déclarations sur les carnets d'ordre. Il faut avoir en tête que nous avons à peu près 1 milliard de déclarations par mois et ça a été multiplié par 20 la granularité de l'information au 1er janvier. Et donc, en Europe, il y a eu 2 mois d'acclimatation à ce nouveau dispositif et pour assurer la qualité de l'information qui est donnée, ce qui peut expliquer qu'il y a eu aussi un tout petit peu de temps de latence sur un certain nombre de dossiers. Ça a été rétropolé, hein, donc après on rattrape, mais il y a eu cela. Et il faut dire aussi que l'information qui est partagée en Europe maintenant étant beaucoup plus précise, on a un peu moins besoin de la collaboration, de saisir les autorités étrangères, parce que nous avons de façon native des informations en direct sans avoir besoin. Je le mentionne comme ça. Le Brexit qui arrive, peut-être donc de façon sans accord maintenant en octobre. En octobre, je crois que le secteur financier, qui est un secteur très régulé, était prêt à fin mars. Il était raisonnablement prêt à fin mars. Chacun avait... C'était une probabilité non nulle quand même. Donc, il était raisonnablement prêt à fin mars. Il sera plus prêt en octobre. Alors, il y a eu des bandes de relocalisation. C'est toujours compliqué de mesurer en impact en termes d'emploi. Pour faire simple, je dirais, nous avons une vingtaine de sociétés de gestion qui ont localisé en France dans le cadre du Brexit, une vingtaine d'entreprises d'investissement qui se sont localisées en France dans le cadre du Brexit. On a une dizaine de plateformes de négociation qui s'installent en France dans le cadre du Brexit. On a ce genre d'éléments. Après, le volume, vous avez aussi des gens qui sont déjà présents et qui vont accroître leur activité parce qu'ils vont utiliser leur localisation, mais ils vont l'utiliser plus largement. Et là, en ce moment, je ne vais pas dire combien d'emplois cela représente parce que les gens sont prêts, mais ils n'ont pas tout activé parce que le Brexit n'est pas encore là. Ce dont je suis sûr, c'est que nous parlons au total de plusieurs milliers d'emplois. C'est pas quelques emplois. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que l'histoire n'est pas finie. Après le Brexit, ces grandes institutions qui sont d'ailleurs souvent américaines et qui travaillaient de Londres et qui sont maintenant travaillées ailleurs, ces grandes institutions, elles vont être localisées dans plusieurs endroits dans l'Union A27. Et là où elles vont mettre leur activité ou tel type d'activité, ça va évoluer dans le temps. Ça va évoluer dans le temps entre les différentes places. Ce dont je suis sûr, c'est que Paris a une attractivité très particulière pour les relations avec les grandes entreprises, parce que les relations avec les entreprises, c'est facile de Paris et il y a beaucoup de grandes entreprises en France. C'est aussi favorable pour toutes les opérations de marché. Et là, parce que nous avons le spectre complet des opérations de marché sur Paris. Et nous avons des gens qui auront une succursale à Paris, qui n'ont donc à ce titre pas demandé de licence, parce que la licence, elle est là où est le siège dans l'Union, la succursale augmente de taille parce qu'on y localise des opérations en particulier des opérations de marché ou des opérations de négociation avec les clients. Et tout ça va prendre forme progressivement, mais on aura un monde dans l'Union A27 multipolaire, dans un premier temps, de places financières de taille moyenne. Il faut regarder les choses comme elles sont, de taille moyenne. Après, à moyen terme, on verra si tout ça se concentre dans tel ou tel endroit, et Paris a des vrais atouts, et tout ce qui a été décidé dans ce cadre-là est positif de ce point de vue-là, et les gens le prennent comme cela. Et donc l'histoire commence avec le Brexit, elle ne s'achève pas là.
d'entre nous qui se sont inscrits. Je débute par Michel Canvet. Après, ce sera Arnaud Bazin. Merci, Monsieur le Président. Merci également, Monsieur le Président Ophel, de ce rapport d'activité. J'avais une première question relative au Brexit. Vous venez de répondre aux questions du rapporteur général et du Président à ce sujet. Ma question portait surtout dans un contexte effectivement de concurrence entre les États pour relocaliser les activités, que l'on s'assure bien qu'il n'y ait pas des distorsions de concurrence, mais vous m'avez confirmé que la relation avec l'ESMA se passait bien et sans doute avec les autres autorités nationales aussi. Sur la loi PAC, bien entendu, je partage votre objectif, l'objectif qui a été énoncé d'orienter vers l'économie une bonne partie de l'épargne. C'est indispensable. Il faudra simplement que les conditions d'information des épargnants soient bien cadrées, améliorées, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés. Ma question portait surtout sur la question des cryptoactifs donc, et la question du label qui va être octroyé par l'autorité des marchés financiers dans le cadre des dispositifs prévus par la loi Pacte. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau cadre réglementaire et puis de savoir si, dans un contexte où les cryptoactifs ont plutôt une vocation transfrontalière, est-ce que l'action que l'on mènera présentera suffisamment de garanties à l'ensemble de nos épargnants. Une troisième question portait plutôt sur la gestion de l'AMF, puisque le résultat de l'exercice fut déficitaire de 200 000 € l'année dernière. Est-ce que des dispositions sont prises pour permettre le retour à l'équilibre de la gestion de l'AMF? Je sais qu'il y a un plafonnement de la ressource, mais est-ce que des dispositions ont pu être prises? Est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement l'année 2019 sera meilleure sur ce plan-là? Et puis, dernière question, en qualité d'élu finistérien, où fut fondée la société Rallye par la famille Cam, je ne peux bien entendu m'empêcher d'évoquer ce dossier qui nous préoccupe beaucoup actuellement, suite à la mise en procédure de sauvegarde de la société Rallye. Des inquiétudes sont nées aussi, bien entendu, pour ce qui concerne Casino. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire le point sur la situation? Est-ce que l'endettement de Rallye est particulièrement préoccupant, 2,9 milliards? Est-ce qu'on doit s'attendre à des difficultés accrues, ou est-ce que vous pensez qu'il y a les capacités à pouvoir rebondir compte tenu de la situation? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel Canvet. Arnaud Bazin, puis Claude Rénal. Merci, Monsieur le Président, et merci bien sûr au Président Ophel. Au moment où j'ai demandé la parole, le Président Ophel avait parlé de protection des investisseurs, avait parlé de lutte contre la délinquance financière, mais il n'avait pas encore prononcé le terme de crypto-monnaie, qui est un sujet qui a beaucoup intéressé notre commission ces derniers mois. Je vois que Michel Canvet a aussi soulevé ce sujet. Je voulais que vous puissiez nous faire part de la façon dont vous allez appréhender ce sujet, qui certainement va aller croissant si vous avez une organisation particulière. On a évoqué tout à l'heure les nouvelles missions qui vous sont confiées. Si vous avez une cellule de veille, si vous avez des personnels dédiés, comment vous voyez l'évolution de cette question dans les mois et années qui viennent, puisque c'est quand même quelque chose qui monte en puissance manifestement sans cesse. Et puis ma deuxième question portait sur cette pratique, mais Michel Canvet vient d'introduire le sujet également, qui consiste à vendre des actions qu'on achète après avoir mené une campagne de déstabilisation de l'entreprise afin de faire un bénéfice important entre la vente et l'achat, bien évidemment. Une entreprise importante de notre pays, de grande distribution, vient de faire les frais de ce genre d'attaque. Y en a-t-il d'autres, et comment est-ce que votre institution envisage ce genre de pratique? Merci. Merci Arnaud. Claude Rénal, puis Marc Laménie. Oui, Monsieur le Président, merci de votre exposé très complet. D'ailleurs, il a été complété par les excellentes questions de nos collègues présidents et rapporteurs généraux, ce qui nous laisse peut-être peu de champs complémentaires, mais quelques points tout de même.
Le premier concerne le sujet ESMA, que j'ai un petit peu suivi en tant que membre de la Commission des affaires européennes, sur lequel, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets européens de cette nature, quand on n'est pas en période de crise aiguë, on avance peu. On va dire ça comme ça. C'est la même chose pour le marché bancaire européen, etc. Bien. Et donc on sent une période de stagnation assez forte. L'AMF, et vous l'avez rappelé, est un peu aux avant-postes sur l'idée, est-ce que vous me permettrez cette expression, de communautariser la supervision. On passerait en gros d'un système entre les nations interétatiques, puisque là aujourd'hui l'ESMA, ce sont les représentants essentiellement des autorités de surveillance nationales qui font vivre l'ESMA d'une certaine façon, et ce qui était proposé, c'était qu'il y ait un président avec sa propre autorité, si je puis dire, bon, voilà, avec une position très forte et très large. Alors, ce qui m'a étonné, votre exposé me paraît toujours très clair, les exposés français, lorsqu'ils sont plutôt communautaristes, sont assez clairs. Il se trouve qu'on aurait pu imaginer que l'Allemagne, par exemple, ait le même type d'argument. Ce n'est pas le cas. On sent que les Allemands, finalement, ont mis un peu plus de, comment dire, sont arrivés sur la supervision un peu efficace, avec un peu de retard, me semble-t-il, par rapport à ce qui a pu se faire en France sur ce domaine-là, mais que maintenant qu'ils y sont, ils considèrent que finalement ça suffit, ça marche bien. Et donc, finalement, y a-t-il une possibilité un jour de voir une ESMA plus forte? Voilà. Moi j'ai aujourd'hui, là, dans l'état actuel, à la fois de la pensée nationale, de ce qui sort des élections européennes et de la pensée de l'Allemagne sur cette question, j'ai un peu de mal à considérer que ce dossier est encore vivant. Bon, je vous le dis un peu crûment pour vous faire réagir plus fortement, si je puis dire. Deuxième aspect, dans votre rapport, donc, il y a une diminution des entrées en bourse également. Et donc, je voudrais savoir ce que cela suscite chez vous comme commentaire sur le fait qu'il y ait moins d'entrées en bourse que par le passé. Est-ce que c'est vraiment uniquement cette question bancaire, pré-bancaire, uniquement ou pas? Il me semble que dans le fait qu'il y ait moins d'entrées en bourse, quand même, il y a un sujet sur la capacité, après, des entreprises à grossir. Il y a quand même des fonctions à l'entrée en bourse, et en particulier avoir des fonds propres suffisants pour pouvoir avancer. Troisième sujet, même nature, vous l'avez touché, mais je voudrais y revenir. On comprend bien l'argumentation de dire, ah ben écoutez, si la dette n'est pas chère, on emprunte, et puis voilà. Très bien. Et puis en plus, l'argent est abondant. Aujourd'hui, il est abondant et pas cher. Donc, effectivement, pourquoi pas. Sauf que la dette bancaire des entreprises commence à croître dans des proportions importantes. Alors, je voudrais avoir votre commentaire. Je crois qu'on donne le chiffre, alors je ne l'ai pas tout à fait peut-être juste, de 75% du PIB pour ce qui serait la dette bancaire entreprise. Alors, est-ce que ça, c'est une source d'inquiétude pour vous à moyen terme ou pas? On voit bien, alors... Michel Canevet parlait de rallye. À un moment donné, la dette bancaire, c'est bien la dette bancaire, mais à un moment donné, c'est marrant, ça se retourne quand même. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient une source d'inquiétude. Ça marche bien dans un certain temps, et puis après, hop, ça devient une source d'inquiétude. Donc, je voudrais votre avis là-dessus. Alors, sur le fait qu'il n'y ait pas... Alors, question un peu plus... un peu particulière, mais je voudrais revenir sur la réforme de l'ISF d'un mot. Dans l'argumentaire, non pas pour évoquer est-ce qu'il fallait le faire, pas le faire, c'est pas le sujet, c'est fait, c'est passé derrière nous. Pour l'instant, je ne veux pas, en tout cas, le reposer ici. Mais il y a un sujet qui était l'argumentaire. L'argumentaire, c'était que les personnes à qui on allait rendre cet ISF allaient le remettre dans l'économie réelle. Or, ruissellement, mais là, ruissellement, c'est déjà une indication que je ne... Voilà, agressive presque. Donc, je ne parlerai pas de ruissellement. Je ne parlerai pas de ruissellement, mais je dirais simplement réintroduire dans l'économie réelle. Or, moi, je connais qu'un système pour réintroduire de l'argent dans l'économie réelle, c'est d'acheter des actions nouvelles. Je ne connais que ça. C'est-à-dire, si c'est pour acheter des actions à la bourse, ça s'appelle jouer au loto. Bon, si c'est par contre acheter des actions nouvelles, alors oui, effectivement, c'est bien ce que l'on fait. Mais vous nous dites, justement,
il n'y a plus de moins en moins de mise sur le marché, etc. Donc, je voudrais quand même avoir cette évocation. Est-ce que, d'après vous, vous avez pu voir, suivre des flux qui permettraient de dire qu'ils se sont réintroduits dans l'économie réelle? On les cherche, si vous voulez. C'est pas énorme, hein, c'est 3 milliards, 5, 4 milliards. Mais bon, est-ce que vous les avez vus arriver sur le marché et où? Sur les signalements, vous avez répondu à tout ça, donc je n'y reviens pas. J'avais une dernière question concernant directement l'AMF. Vous avez évoqué, et si vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, vous savez, on vous a déjà auditionné, puis on auditionne beaucoup de personnalités, vous avez touché le sujet avec beaucoup de force. C'est-à-dire en disant, il y a aujourd'hui énormément de sujets, vous les avez listés, qui sont de la compétence de l'AMF. Il va y en avoir demain d'autres. Il y a des sujets qui sont majeurs, indiscutablement, et le rôle de l'AMF est tout à fait net. Et donc la question, elle est la suivante. Est-ce que finalement, vous êtes capable de faire face à peu près avec l'effectif que vous avez, à peu près, alors autrement dit, quelques dizaines de personnes en plus, et voilà, et on y est. Autrement dit, nous sommes tellement productifs en France, vous savez, vieille théorie, quand on fait la comparaison, ben pourquoi on le fait moins? C'est parce qu'on le fait mieux, on le fait plus vite, on est plus fort que les autres. Et donc, finalement, c'est super, et tout marche bien. Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Et est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, si vous restez avec les effectifs que vous avez, vous allez être obligé de choisir? Parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Soit il y a un sujet, et on complète les effectifs, on donne les moyens de faire, autrement dit, de manière large, soit on ne donne pas les moyens de faire, et il faut choisir ses missions. Et dans ce cadre-là, quelles sont les missions prioritaires selon vous? Quel est l'étagement autrement dit, des fonctions que vous exercez? Merci, cher Claude. Marc Laménie, puis Éric Bocquet. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Président, sur le bilan, toutes vos missions, engagements qui sont importantes pour votre autorité des marchés financiers. Alors, moi, j'aurais une simple question. Dans les documents que vous nous avez remis, les quelques chiffres sur 2018, le nombre de collaborateurs, 98, moi, je voudrais simplement avoir un peu une idée de la gouvernance. Donc, je pense qu'il y a un conseil d'administration, comment il se compose. Et également, bon, le budget, il n'est pas énorme, hein, 126 millions en recettes, et les charges sont 11 millions, mais c'était simplement pour avoir un petit peu une répartition, une ventilation. Quelles sont vos recettes et quelles sont vos dépenses? Voilà, merci. Merci Marc. Éric Bocquet, puis Sébastien Meurant. Bien, merci Président. J'aurais commencé par citer la Cour des comptes qui a publié un référé en décembre 2018 sur les escroqueries et infractions économiques et financières. Elle faisait le constat d'une augmentation de 24% entre 2012 et 2016, plus 30% en région parisienne et plus 52% à Paris. Alors, je vais citer l'une de ces phrases qui résume un peu l'état d'esprit. Elle dit ceci: l'organisation et les moyens consacrés par les ministères de l'Intérieur et de la Justice à la lutte contre la délinquance économique et financière font apparaître des faiblesses qui contribuent à expliquer le caractère partiel et tardif de la réponse pénale. Et un peu plus loin, donc à la fin du référé, ce courrier est adressé à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Je vous serai obligé de me faire connaître dans le délai de 2 mois votre réponse à la présente communication. Alors, est-ce qu'il y a eu réponse? Est-ce qu'il y a eu des réactions et des ajustements par rapport à ce constat qui a été fait? Constat qui a été confirmé d'ailleurs par un rapport récent à l'Assemblée nationale des 2 députés, donc Bernalicis et Jacques Maire, qui pointaient donc les insuffisances notoires sur ces luttes contre la délinquance financière de manière globale. Donc, quel est votre avis sur ces 2 constats? Après, j'ai savouré votre référence à un concept nouveau qui avance, celui de la stylish regulation. Alors, c'est très anglo-saxon. L'anglais est vraiment une langue euphémisante, hein. Ça me rappelle le discours qu'on a entendu à la Silicon Valley, où tous ces groupes
qui ne payent pas beaucoup d'impôts, comment ils expliquaient la main sur le cœur qu'ils respectaient scrupuleusement les règles fiscales des pays où ils exerçaient leurs activités, blablabla. C'est magnifique. Alors ce discours, vous me confirmez, a été prononcé par M. Sam Woods, c'est ça, qui est le vice-gouverneur de l'autorité de régulation prudentielle au Royaume-Uni pour la Banque d'Angleterre. Et donc ce discours a été prononcé à la conférence des institutions financières organisée à Lausanne par la banque UBS. Donc avec toute la confiance que j'ai dans la banque UBS, vous comprendrez mes réticences fortes. On connaît les dernières vicissitudes de cette banque. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Alors qu'est-ce que ça veut dire une stylish regulation? Est-ce qu'on peut traduire par régulation élégante, chic, régulation libérale ou régulation dérégulatrice? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? C'est presque un oxymore. Hein? Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce discours stylish regulation? En quoi ça consiste? Dernier point, les moyens de l'AMF sont insuffisants, vous l'avez dit. Comment expliquez-vous cette situation, tout simplement? Et dernière chose, sur l'insuffisance de la lutte apparemment dénoncée par la Cour des comptes et ce rapport parlementaire, vous avez cité 154 mises en garde à l'endroit d'acteurs financiers qui avaient commis des erreurs, j'imagine. Quel est l'effet de cette mesure? En quoi ça consiste? Merci. Merci, cher Éric. Sébastien Meurant et puis Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Ophel, juste de petites questions sur la gestion des activistes pour savoir ce que ça comportait, leur nombre, leur poids, leur origine. Après, question qui rejoint la question sur les crypto-monnaies, également sur le stock de ces crypto-monnaies, les différents nombres aussi de ces crypto-monnaies. Et surtout, en fait, la dernière question qui concerne Facebook qui va lancer sa crypto-monnaie donc en 2020, Globicon. Et vu le mastodonte que représente Facebook, on peut reprendre également, s'imaginer que les autres GAFA vont lancer aussi leur monnaie. Est-ce que là, c'est pas de nature à changer radicalement la donne sur beaucoup de choses? La monnaie, la souveraineté, évidemment, est essentiellement liée à la souveraineté et également à tout notre système de perception de la TVA. Est-ce qu'il y a des réflexions sur les smart contrats, ce genre de choses qui pourraient se dérouler en dehors du territoire national européen et échapper complètement et très facilement à l'impôt, à la TVA. Donc est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ces données? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Et notamment 2020 c'est demain et le lancement de cette monnaie va certainement changer beaucoup de choses. Merci. Merci Sébastien. Sylvie Vermeillet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Ophel, ma question rejoint les préoccupations de quelques collègues. Vous avez évoqué vos effectifs qui peuvent paraître sous-dimensionnés par rapport à d'autres pays. J'aimerais savoir quelles sont les investigations que vous ne pouvez pas conduire, faute de moyens. Merci Sylvie. Alors Monsieur le Président. Beaucoup de questions dans des registres très différents. Je voudrais évoquer... Non, c'est pas la défense. D'abord, le problème, vous avez cité rallye, casino et plus généralement les activistes. C'est une audition publique, je vais rester extrêmement peu prudent sur des dossiers individuels qui sont quand même très, très compliqués, très lourds, avec des conséquences très, très, très significatives sur les 80 000 personnes, je crois, qui travaillent de mémoire chez Casino. Mais enfin, il y a un problème. Il y a un problème dans toutes ces questions-là. Il y a un problème il faut pour l'AMF garder l'équilibre entre les exigences de transparence et de bonne information données par les émetteurs, et en l'occurrence, ça a pu être Casino, Rallye ou Foncière Euris, enfin tout ce qui est la bonne information. Il faut que on comprenne les enjeux, les comptes, les problématiques de quelqu'un qui fait appel public à l'épargne. Et d'un autre côté, il faut que l'on assure que les marchés fonctionnent correctement et que la formation du prix sur les marchés se fasse de façon transparente et sans manipulation. Sur le marché,
je dirais, je vais être un peu provocateur, s'il n'y a que des investisseurs passifs, le marché ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait des gens qui, analysant les comptes, les stratégies, prennent des positions dans un sens ou dans un autre. Et ça peut être des actes. Et tout ceci est encadré par un certain nombre de règles, dont l'essentiel sont d'ailleurs des règles européennes, ne sont pas des règles nationales. Les ventes à découvert en particulier, puisque c'est un des points qui est là, les ventes à découvert ont fait l'objet d'un réexamen très fort après la crise au niveau européen pour savoir si on les interdisait brutalement ou si on les encadrait par un certain nombre de réglementations. Et c'est cette seconde, ce choix qui a été fait. Et donc, il y a des déclarations à faire quand on passe des seuils, et puis il y a des capacités qui sont données aux superviseurs de faire d'aller voir de plus près ce qui se passe, comment tout ceci est financé. Avec un souci principal, c'est de dire quand je vends à découvert, il faut quand même que je livre les titres. Parce qu'autrement, c'est ce qu'on appelle ça, c'est un fail. Et pour livrer les titres, il faut que je les ai empruntés, puisque je ne les avais pas. Et donc, pour qu'il y ait vendeur à découvert, in fine, il faut qu'il y ait aussi des gens qui prêtent des titres. Donc, le mécanisme lui-même. Il se trouve que la réglementation des prêts de titres et la transparence des prêts de titres fait l'objet également d'une réglementation européenne, mais qui va être mise en œuvre à partir du milieu de l'année prochaine, entre le milieu de l'année prochaine et le milieu de la suivante. Ça s'appelle SFTR, et ça veut dire que tous les prêts de titres, avec un certain nombre de caractéristiques sur les opérations, seront déclarés dans ce qu'on appelle des trade repositories, auxquels les superviseurs auront accès. Et donc, nous considérons que dans cette perspective-là, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants, ce que nous faisons aujourd'hui à l'AMF, c'est que dès qu'une valeur dépasse un certain nombre, je ne dirais pas lequel, parce qu'il est variable d'ailleurs, de vente à découvert, et bien à ce moment-là, on s'interroge systématiquement, tous les gens qui sont dans ces points, pour comprendre quelle est la logique financière de leur opération. Pour qu'ils aient le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui se passe de façon anodine. Après, on peut avoir l'autre option que nous avons, c'est de bien mesurer la communication qui est faite. Parce qu'on sait que dans ces opérations-là, la communication, c'est la moitié de l'effet. Où il y a un effet d'entraînement. Et il faut que la communication qui soit faite par les activistes soit une communication qui ne soit pas... qui ne fausse pas l'appréhension que l'on a sur les marchés. À chaque fois, ce sont des cas d'espèce. Ce sont des cas d'espèce, mais j'attire l'attention, pour nous, les deux vont de pair. Qui intervient sur le marché et quelle information est donnée par les émetteurs. Les deux doivent aller de pair. Après, et ceci est d'autant plus vrai que quand on a un montage financier complexe, de type celui de Rallye Casino, l'information est d'autant plus nécessaire. Si vous voulez, je vais m'arrêter là-dessus parce que je ne voudrais pas... il y a eu dans de questions autour des moyens de l'AMF. Les choix, c'est nécessaire d'en faire. Parce que, vous savez, la supervision, il n'y a pas de limite. Je ne dis pas qu'il faut qu'on ait 5000 personnes. Il n'y a pas de limite, on peut toujours en faire plus. Donc, avoir une contrainte sur les moyens, c'est nécessaire pour avoir un choix pertinent sur les actions de supervision que nous faisons. C'est-à-dire où sont les risques et où mettons les moyens. Et aujourd'hui, je vais vous inquiéter, nous sommes en perte de 200 000 euros. La perte effective est plus significative, parce qu'on a repris une provision exceptionnelle liée à des indemnités de départ en retraite qui ont été... Le régime a changé, on l'a repris. Donc l'AMF est aujourd'hui en déficit et elle le sera probablement plus en 2019 qu'en 2018. Donc tout ça a une fin. Ça veut dire que quelque part, il y a toujours, et nous en parlons avec l'État, de dire quel est le plafond des ressources, quel est le plafond des effectifs. Parce qu'aujourd'hui, l'AMF collecte plus de cotisations que son plafond. Et donc, elle reverse au budget de l'État. Une émission volontaire obligatoire.
Non, oui, mais il y a cela. Mais même l'escroquerie du siècle sur les contributions obligatoires, nous reversons, je crois, l'an dernier, de 15 millions d'euros à l'État parce qu'on en perçoit plus. Hein. Donc il y a un problème très clair d'augmentation progressive de notre plafond. Bon, je veux dire, mais la contrainte est forte. Le modèle de l'autorité des marchés financiers, c'est de recruter des gens qui ont déjà une expérience. Donc ce ne sont pas des jeunes qui sortent de l'école, ce sont des gens qui ont déjà une expérience, qui comptent un peu plus cher que si on a, qui restent un temps X à l'autorité, on espère 6-7 ans, et puis qui ensuite vont faire autre chose. Ce modèle-là nous permet d'avoir des gens compétents, qui sont directement opérationnels, et quelque part nous permet, je crois, d'avoir moins, entre guillemets, d'effectifs que d'autres modèles qui prendraient là. C'est un fait. Donc nous sommes pas, je ne suis pas... Mais j'attire l'attention sur le modèle de ce modèle RH, on peut en changer, il n'y a pas de problème, mais alors il faut en tirer les conséquences en termes d'effectifs, comme le collège, vous disiez, le conseil d'administration de l'AMF, c'est qui? C'est un collège de 16 membres qui sont... être membre du collège de l'AMF, c'est un travail... Les nouveaux collégiens n'ont pas conscience de l'ampleur de ce qui leur a été demandé. Je dirais, pour moi, c'est l'ordre de grandeur, c'est une journée par semaine de travail intégral pour le compte de l'AMF. Hein. C'est ça, on a une réunion, le collège se réunit tous les 15 jours, de 8h30 à 12h30, avec un nombre de dossiers très très important. On a des commissions spécialisées, on a des commissions consultatives, et les membres du collège, ils participent, ils représentent l'ensemble je crois, des sensibilités financières de la place, et c'est ce cumul qui est là. Et on peut le changer, mais il faut bien avoir en tête que ça fonctionne avec un certain nombre de curseurs. Et ça vaut pour l'ensemble de la gouvernance. Je ne vais pas rentrer dans le détail du président aux membres du collège et aux membres des effectifs. Et là, je citais les effectifs de nos collègues, pas pour dire qu'il faut qu'on soit là. On a un autre modèle, ça nous permet de fonctionner, mais avec probablement un peu plus de moyens dans les années qui viennent. Vous avez cité le problème des... Où va l'argent? S'il ne va pas en bourse, il va dans la dette, mais je voudrais dire, il va aussi dans le private equity. Je crois que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le renforcement des fonds propres se fait aujourd'hui plus par le bois du private equity que par la voie de l'introduction en bourse. La question, c'est que le private equity, il y a un moment où on souhaite pouvoir sortir, et si on n'a pas une bourse qui permet d'élargir et de passer à une autre dimension, eh bien, on est malheureux. Et je crois qu'on est malheureux, ou alors on va le faire à l'étranger, ce qui est quand même pas formidable. Moi, j'observe quand même que la Euronext est une institution dynamique qui récemment, elle s'est donc diversifiée avec la bourse d'Oslo. La bourse d'Oslo, d'ailleurs, c'est aussi un dépositaire central, hein, donc c'est une firme. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des cycles dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est le private equity qui répond à beaucoup des demandes de renforcement de fonds propres. Je ne sais pas si c'est un arbitrage ISF ou autre, mais il y a un petit peu de ça derrière quand même, parce que précisément le private equity, c'est souvent des gens qui sont assujettis à l'ISF. Sur l'ESMA, moi, j'observe deux choses. J'observe quelque part, la réforme des ESA aurait peut-être été différente si nos amis de l'EBA avaient pris, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais il y a une décision en matière de blanchiment qui a été prise par l'EBA il y a quelques semaines, qui a été un petit peu un électrochoc. Je pense que si cette même décision avait été prise avant
le vote final de la réforme des ESA, il aurait peut-être été différent, parce que quand même, c'est un peu problématique. Mais moi, je veux dire, il y a eu un débat, il a été tranché par le Parlement. Je ne sais pas s'il va revenir. Cette décision de l'EBA a été à interpeller un certain nombre de nos amis, mais dont acte. La réforme a donné un certain nombre de pouvoirs de convergence meilleure à l'ESMA. On va essayer de les utiliser au maximum. Moi, je ne rejoue pas des matchs qui ont été perdus. On a eu des choses. On va essayer de le faire. Pourquoi les Allemands n'ont pas été plus aidants, ce qui est tout à fait vrai. Je veux dire, faire une union, ça veut dire abandonner une partie de sa souveraineté. C'est comme ça. Il y a à l'abandonner pour faire mieux ensemble, pas pour l'abandonner, mais pour faire mieux ensemble. Après, c'est un jugement qui peut être une perception qui est différente selon les pays. Voilà, il est clair qu'il y a eu des différences de perception là-dessus. Stylish regulation, je l'ai cité parce que je trouve le terme est beau. Il est beau. Le style, hein. Mais je crois que ce qu'il faut avoir en tête derrière, c'est de dire les gens de la PRA et de la FCA sont des gens sérieux. Ne pensons pas qu'ils vont ouvrir, absolument pas. Mais ils mettent le doigt sur un phénomène qui est de dire, dans l'Union européenne, que ce soit 27 ou 28, faire une réglementation financière, c'est extraordinairement compliqué. Et en particulier, parce qu'on est 27 ou 28, parce qu'il n'y a pas de superviseur unique, on va mettre dans la réglementation de niveau 1, ce qu'on appelle un nombre de détails incroyable. Elle va être ultra précise. Et finalement, le superviseur local, il va juste essayer sa marge de manœuvre est en principe très faible. Et d'ailleurs, on n'a pas confiance, il y en a 28, donc on va essayer de le mettre le plus haut possible, on est niveau 1, niveau 2. Et du coup, ça donne une réglementation qui est très inerte. Et donc, nos amis britanniques se disent, maintenant que je suis tout seul, je vais avoir une réglementation progressivement, parce qu'ils ont tout importé, mais progressivement, avoir une réglementation de niveau 1 qui va être moins précise, qui va se focaliser sur les principes, et qui va laisser au superviseur unique britannique, puisqu'il y a une marge de manœuvre plus forte. La contrepartie de ce modèle-là, c'est l'accountability, c'est-à-dire comment est-ce que je rends compte de façon précise et régulière de mon action dans le cadre des principes qui ont été fixés. C'est-à-dire c'est des auditions régulières avec mais donc il y a cette idée de dire je vais être plus allant, plus réactif, et en étant tout seul qu'en étant à 28. Je crois que c'est ce qu'il appelle stylish regulation, et nous avons, on verra comment ça va se passer. Hein, et Andrew Bailey, qui est le patron de la FCA, a dit la même chose chez Bloomberg cette fois-ci. C'était pas mais rappelez-vous, Cameron avait fait son discours de fondateur qui a fondé la négociation du Brexit chez Bloomberg aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à oui, tout. Je pense. J'ai peut-être oublié quelques-uns, mais beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Les cryptos. Les cryptos. Alors là, je dis non, cette réglementation qui a été prise, elle a été prise avec notre soutien total. Je dirais même que l'idée d'une optionnalité qui est au cœur du dispositif, c'est une idée qu'on a portée. Il y a deux idées fortes, je crois. Il y a de dire, j'aimerais bien avoir des listes blanches, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt que des listes noires. Parce que les listes blanches, c'est positif. Ça veut dire, là, attendez, il y a quelque chose qui a été vu par le régulateur. Ce n'est pas une garantie, bien sûr, mais il y a un minimum de choses. Ensuite, il y a l'idée de dire, le crypto, pour moi, c'est un vaste ensemble. Ça va de la crypto-monnaie, entre guillemets, jusqu'à la crypto-securities et titres tels que je l'évoquais tout à l'heure et qu'il faut développer. C'est un écosystème qui est fondé sur des méthodes communes. Et ça, je crois que globalement, je ne parle pas de façon précise sur l'un ou l'autre, globalement, c'est un facteur très fort de la finance de demain. Il faut l'aider. Il faut l'aider, l'encourager et l'encadrer. Et le bon encadrement, il est européen, il n'est pas national. Parce que tout ça, on voit bien que le cadre, il n'est pas national.
en attente d'une approche européenne qui, là, pourrait peut-être être obligatoire, hein, bah moi, je considère qu'au niveau national, le premier pas, c'est un encadrement optionnel en attendant mieux. Il y a un bilan qui est prévu, je crois, au bout d'1 ou 2 ans. On fera le bilan, on verra. Et si l'Europe avance, eh bien, on avancera avec elle. Mais en Europe, s'il n'y a pas quelqu'un qui commence et qui est là, voilà. Donc, moi, je suis... et vous verrez, notre règlement général exige beaucoup de choses pour pouvoir avoir le label de l'AMF, le visa de l'AMF. On verra comment ça va fonctionner. Mais je pense que, dans un premier temps, c'est la bonne approche. Très bien. D'autres... La lutte contre la délinquance économique et financière, vous avez cité la Cour des comptes. Je ne répondrai pas pour le ministre sur sa réponse. Mais la vraie problématique qui est derrière, c'est de dire est-ce qu'on est bien organisé collectivement pour répondre à cela? Est-ce qu'on n'est pas trop fragmenté, trop en silo pour rendre la pleine efficacité à cette lutte? Moi, c'est en relation entre la brigade financière, le parquet national financier, nous qui nous concerne. Moi, je dirais, peut-être il y aura un débat à l'issue du rapport que vous avez évoqué là, qui vient d'être là. On y participera volontiers. Je dirais, on est au service de l'intérêt général dans une affaire comme celui-là. La lutte contre la délinquance, je crois que c'est très en haut de notre agenda parce que c'est l'autre face de la défense des épargnants et des consommateurs et des investisseurs. On ne peut pas séparer les deux. Je dirais, on a participé, j'ai été auditionné par cette commission, j'ai indiqué la manière dont je voyais les choses. Le ministre prendra verra ce qu'il souhaite faire, s'il a répondu. Peut-être pour revenir sur, juste une seconde, la minute, sur l'immobilier. Vous dites lorsqu'il y a un rendement garanti. Alors lorsqu'il y a une publicité en disant vous achetez un produit, c'est de l'épargne de fait une sorte d'appel public à l'épargne, et on vous garantit 5%, vacances, etc. Bon, tout ça, c'est évidemment mensonger. Ça pêche par optimisme. La vacance existe, le rendement n'est jamais garanti par définition, le marché immobilier est fluctuant. Voilà, donc vous avez dit, s'il y a un rendement garanti, on est compétent. Mais quelle est la limite? Voilà, est-ce que pour départ de SCPI, oui, si c'est de l'immobilier en direct, non. Mais les publicités sont très ambiguës, elles ne mettent jamais. On vend des logements étudiants dans des zones où il n'y a pas d'étudiants. On vend évidemment par définition là où il y a le marché locatif et pas forcément le plus porteur, même si c'est des zonages. Voilà, donc quelle est la limite? Et est-ce que vous voyez un inconvénient à étendre la compétence de l'AMF dès lors que ces produits font l'objet d'une publicité? Parce que la notion d'appel public à l'épargne, il est un peu là quand même. Ou est-ce que c'est parce que c'est des produits qui sont collectifs, ça n'aura pas de sens? Non, les problèmes de frontières sont toujours très, 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 très compliqués et nous avons, les opérateurs sont toujours très, très habiles pour se situer juste de l'autre côté de borderline. Exactement. Bon, on a eu un certain nombre de dossiers que je ne citerai pas ici nominativement, mais qui étaient très, très borderline et juste de l'autre côté. Donc il peut y avoir des améliorations d'extension parce que de fait, quand c'est pas nous, je dirais c'est la justice d'une manière générale, mais elle ne se saisit pas de ces dossiers quand on les transmet. Je veux dire, elle est engorgée par d'autres éléments et on transmet souvent. Mais bon, bah voilà, ça c'est pas traité. Moi, mais les problèmes de frontières sont toujours compliqués. Il faut le regarder dans le détail et voir où on peut légitimement l'accroître. Il y a un certain nombre de cas où on pourrait légitimement aller plus loin. Par exemple, des exercices illégaux
les exercices illégaux. Moi, je suis compétent quand quelqu'un qui a une licence chez nous fait mal, mais quelqu'un qui fait la même chose, mais qui n'a pas de licence, je le passe. C'est un léger problème. Merci, Président. Sébastien, vous vouliez... Alors, j'étais prudent là-dessus parce que la monnaie, c'est la Banque centrale, mais c'est un élément de souveraineté évident. C'est absolument ça. Est-ce que c'est une unité de compte? Comment ils vont le monter exactement? En particulier, vous savez, les gens tournent autour d'une notion qui s'appelle le stablecoin. Qui est non pas un bitcoin, mais quelque chose qui a une valeur un peu fixe par rapport à d'autres, un panier de monnaie, par exemple fiat, qui existe. Je ne sais pas exactement comment ils vont monter leur dossier. On voit qu'on peut être dans des schémas qui sont très différents. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une monnaie mondiale. Et quand au FSB, qui regarde la stabilité financière, on a dit jusqu'à présent, collectivement, l'AMF fait partie du FSB, qu'il n'y avait pas de problème de stabilité financière aujourd'hui derrière ce phénomène, on voit que demain, ça peut changer radicalement de nature si ces GAFA développent leur propre, et puis on peut penser à Amazon, on peut penser à d'autres, c'est clairement quelque chose qui doit être regardez de près. Je suis prudent, c'est avec les banques centrales qu'il faut avoir aussi cet échange-là. On est très réservé sur ce type de crypto-asset qui souhaite remplacer la monnaie, mais qui pose des problèmes vraiment potentiellement considérables si ça se développe. Je confie. Parfait. Merci, Président.